Bonjour, nous allons commencer cette seconde table ronde qui va vous être présentée par Nicole Savet. Nicole, qui est membre du conseil d'orientation et est enseignante, militante féministe à la Marche mondiale des femmes et à la Maison des femmes de Montreuil. Merci. Donc, nous allons ouvrir la deuxième table ronde de cette journée sur le genre transnational. Et cette table ronde traitera de genre et développement. En effet, qu'en est-il du recours au concept de genre en matière de développement? Qu'en est-il de la pertinence et de l'efficacité de ce concept par rapport au problème d'égalité femmes-hommes? Mais tout d'abord, bien sûr, il faut dire qu'entend-on par développement. Développement, c'est une notion et des processus qui sont à la fois complexes et diversifiés, puisqu'il s'agit bien à la fois de concevoir et de parler de développement économique, social, sociétal. Et dans la situation actuelle du monde, aucun pays ne peut échapper à une réflexion sur quel développement il y a lieu d'inventer, puis de promouvoir, puisque cette réflexion doit avancer et que cette avancée de la réflexion est sans doute encore plus vitale pour certains pays dits du Sud, mais sinon plus importante pour la coopération internationale. Alors, dans ce contexte de développement mondial, qu'en est-il justement du recours au genre? Quel est son intérêt, son étendue, disons, quel est son impact dans la gestion du monde? Car il est bien évident que l'intégration de cette référence qui date à peu près des années 70-80, très liée à la recherche et au mouvement féministe, cette référence, on peut observer qu'elle a été reprise et qu'elle continue d'être reprise par aussi bien les instances institutionnelles, internationales, nationales, voire techniques, que par les organisations non gouvernementales et les associations de terrain. Donc les questions qui se posent, c'est pourquoi ces instances, ces organisations, elles ont recours à ce concept de genre et qu'en attendent-elles et qu'en retirent-elles, toujours du point de vue de l'égalité femmes-hommes, sinon de la gestion du monde. Voilà. Alors, c'est pour répondre à ces questions que nous allons donner la parole à 4 de nos invités que Anne-Marie Viossa va vous présenter. Anne-Marie Viossa est militante féministe, animatrice du planning familial, membre de l'association La Barbe et ancienne membre de la commission femmes d'Amnesty International. Marie, c'est à toi. Je vais vous présenter donc de ma gauche à ma droite. D'abord, Assitane Diallo. Assitane, tu es docteur en sociologie de l'Université de Brown aux États-Unis. Tu as enseigné à l'École normale supérieure de Bamako et tu as été membre de l'équipe d'enseignantes du pôle genre et développement de l'Institut des hautes études internationales et du développement à l'Université de Genève. Tu as été chercheur invité à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa. Tu as également initié et dirigé plusieurs projets de recherche sur genre et développement, en particulier en partenariat
avec le Nordic Africa Institute de Uppsala en Suède. Tes travaux portent sur le genre et culture, sur la mondialisation et citoyenneté des femmes, entrepreneuriat féminin, droits des femmes et violences faites aux femmes. Tu es actuellement consultante internationale sur le développement socio-économique et les questions de genre et le suivi, évaluation des projets au Mali. Christine Verschure, tu es senior lector à l'Institut de hautes études internationales du développement de Genève. Tu es directrice du pôle genre et développement de ce même institut et tu es directrice de la revue Genre et développement qui est éditée à l'Harmattan. Tes domaines de spécialisation, inégalité de genre dans le développement, études féministes décoloniales, mouvement populaire urbain et migration. Tu as coordonné durant 10 ans une recherche sur mouvement populaire urbain et genre dans 7 pays en Amérique latine, Afrique de l'Ouest, et Europe de l'Est. Cela dans le cadre du programme pour la gestion des transformations sociales, MOST, de l'UNESCO. Je passe à droite, si je puis dire. Dilik Elveren, tu es diplômée en droit et en sciences politiques et tu as également un master de recherche en relations internationales, politiques et diplomatie de l'Université de Paris 1, Panthéon-La Sorbonne. Tu as été consultante pour l'UNESCO, notamment sur les questions de genre et dans les contextes de conflits et post-conflits. Après avoir été chargée de projets sur les violences faites aux femmes pour Médecins du Monde, tu as rejoint l'Organisation internationale de la francophonie en décembre 2007 en tant que responsable de projet au sein de l'unité de l'égalité des genres pour le développement, de la direction et de la planification stratégique. Et enfin, je vous présente Fatou Sow. Fatou, tu es sociologue, tu as mené ta carrière au CNRS, d'abord à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à l'université Paris Diderot. Tes intérêts sont essentiellement tournés autour des femmes, dont tu inities les enseignements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1989. Tu as également contribué à la création en 1994 d'un institut annuel sur le genre au Conseil pour le développement des sciences sociales en Afrique, CODESRIA, pour former les chercheurs et les chercheuses africains aux questions de genre et engendrer les sciences sociales en Afrique. Tes relations académiques et militantes t'ont permis de nouer des relations fortes avec les féministes d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. Nos 4 invités ont écrit de nombreux ouvrages, ont publié de nombreux articles. Vous les trouverez tous sur le site. Si je commençais à les citer, elle n'aurait pas le temps de prendre la parole. Ensuite, nous aurons une amie du Conseil d'orientation qui va faire la synthèse de cette journée, Monique Alperne. Monique, tu es patricienne dans le domaine de la coopération internationale au ministère du Travail. Tes actions dans la coopération européenne sont essentiellement en tant que présidente de la CLE, ont été essentiellement en tant que présidente de la CLE. Si je fais une erreur, tu reprendras tout à l'heure. Après le débat, nous allons avoir donc la synthèse de Monique. Nous allons avoir une présentation d'un film, Ladies Turn, et ensuite un cocktail. À toi. Alors, vous connaissez maintenant la façon dont nous menons ces exposés. Nous allons donc poser 3 questions à nos intervenantes et elles auront chaque fois 5 minutes pour répondre. Voilà. Je commence par la première question. Selon votre point de vue, pour quelles raisons l'ONU, les États, les associations ont été incités, voire obligés, de prendre en compte dans leur réflexion politique et leur action l'approche de genre? Quelles thématiques recouvre cette notion? Quelles actrices et quels acteurs sont impliqués et à quelle échelle? Et je vais demander à Fatou Sow de commencer par sa réponse en vérifiant bien, on vous arrêtera, que vous avez que 5 minutes. Très bien, merci. Je vais être schématique, mais je ne peux rien. On n'a que 5 minutes. Et faire peut-être 2 ou 3 phases d'histoire quand même. Bon, disons que l'ONU accepte le genre plutôt que le féminisme, mais l'ONU a été obligée, au bout de 25 à 30 ans de pression des associations féminines et féministes dans le monde,
a créé d'abord la décennie mondiale des femmes. Et au cours de ces débats, plusieurs femmes dans le monde se sont rencontrées. Les Africaines n'auraient jamais rencontré les Brésiliennes et n'auraient jamais rencontré les Scandinaves s'il n'y avait pas eu la décennie des Nations Unies pour les femmes. Donc l'ONU, à la limite, entérine plusieurs résultats de ces luttes. Et le genre, qui était un outil féministe formidable pour les féministes qui sortaient de la question des femmes à la question du genre, en mettant bien en exergue les rapports de pouvoir. Bon, l'ONU a tout entériné, hein, et nos États ont signé tout ce que les Nations Unies leur ont demandé de signer et ce que beaucoup de pays leur ont donné à signer comme conditionnalité de l'aide au développement. Si vous ne mettez pas les femmes dans les projets agricoles, vous n'aurez pas de fonds. Pour des États qui eux-mêmes n'avaient pas, l'USAID par exemple, les États-Unis n'ont signé aucune convention, mais l'USAID disait on vous donnera des fonds pour l'agriculture à condition que les femmes paysannes soient intégrées dans vos programmes. Alors maintenant, je parle des associations de femmes. Il faut savoir quand même que lorsque les associations de femmes, et je prends les plus récentes, à la fin de l'époque coloniale, elles se constituent, mais contre le monde occidental, contre toutes les associations françaises, anglaises, américaines, qui, sur le terrain colonial, à leur manière, organisaient l'espace. Du coup, lorsque le féminisme arrive, les Africaines ont été toutes contre. Le féminisme, c'est occidental, et on nous a bien libellés de femmes occidentales quand on osait proclamer qu'on était féministe. Alors déjà, être intellectuel, c'est extrêmement difficile, parce qu'être intellectuel, c'était une étiquette, c'était bien, ça veut dire qu'on avait été à l'école, qu'on avait été à l'université, ce qui était une promotion sociale pour les hommes, mais pour aussi les femmes. Mais toutes les fois que nous avons voulu revendiquer pour les droits des femmes, on nous a dit « Ah, mais vous êtes des intellectuels, donc occidentales. » Alors, on n'avait pas en plus vraiment gardé l'étiquette féministe. Donc, c'est ça qui est la première chose. Mais le féminisme occidental, ça a été pour nous, pour les Africaines, mais pour les femmes du Sud, c'était le féminisme blanc par rapport aux women of color qu'on a aux États-Unis, avec les minorités noires, mais avec les hispaniques, et alors l'immensité asiatique et africaine, bien sûr, face à ce féminisme blanc, s'est beaucoup battue contre ce féminisme. Et il a vraiment fallu, pour que l'on s'entende, à la limite, le concept de genre nous a permis de travailler ensemble. Parce que féminisme, c'était entendu qu'on ne pouvait pas l'adopter parce que c'était blanc, c'était occidental. Mais en même temps, je dois dire quand même que l'Afrique est multiple. L'Afrique est un continent avec plein de sociétés. On a l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, qui est une division coloniale, moi je trouve, en tout cas onusienne aujourd'hui, mais ça signifie des espaces différents, avec sans doute des pratiques différentes autour de thèmes qui nous sont communs. Mais alors, en plus, on a l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Alors, vous savez quand même, hein, le retard que les francophones ont mis à traduire le terme de gender et tout ce qui est autour, gender rights, gender awareness, là où les Québécoises essayaient de traduire en se débattant dans un monde anglophone dominant, les Français disaient, mais nous avons les rapports sociaux de sexe, mais pourquoi nous allons prendre le genre? Alors imaginez, nous, Africaines francophones, ce que ça a représenté, là où les Africaines anglophones ne discutaient pas des vocabulaires, mais discutaient de est-ce que c'était idéologiquement correct ou pas. Pour les francophones, c'était non seulement être idéologiquement correct, mais idéologiquement correct de concepts qu'on pouvait comprendre et qu'on ne comprenait pas forcément. Donc, un certain nombre de problèmes. Mais ceci dit, quand même, la première association de femmes, alors que moi j'appelais féministes, mais elle refusait le terme, c'est l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, créée en 1977, avec quand même 2 francophones, Fatima Mernissi du Maroc, que beaucoup d'entre vous connaissent, Marie-Angélique Savané du Sénégal, et quand même les 6 autres étaient des anglophones, pour qui gender, gender rights and gendering était tout à fait évident. Et en 2006, le premier forum qui se crée et qui se dit féministe est quand même créé, d'abord la première revue en ligne s'appelle Feminist Africa, c'est créé à la fin des années, au début des années 2000, je crois en 2002 ou 2003. Ça se passe au Cap, donc université anglophone. Et la première directrice était une Sud-Africaine blanche, puis après une Nigériane. Donc ça veut dire que Feminist Africa s'était reconnu déjà en 2002 avec une excellente revue en ligne. Je vous la recommande. Et puis en 2006, on crée quand même le Forum féministe africain
avec la notion de genre bien implantée. Alors, alors ça, c'est le... J'ai presque fini. Bon, je termine. Bon, très bien, je voulais dire le reste. Mais c'était important de le dire. Hein. C'est important de le dire parce que nous allons débattre. Parce que le genre permet, au fond, à nos États de parler des femmes, permet aux associations de femmes de parler du genre. Mais parce que nous, on a eu d'abord les femmes et le développement, l'intégration des femmes au développement. On a tout un historique que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais le genre permet enfin de parler des discriminations de manière, j'allais dire, positive, hein, pour dire voilà les discriminations. Et voilà qu'il y a quand même une certaine inégalité entre les sexes, encore que le terme inégalité entre les sexes reste un terme qui choque, parce qu'il choque les hommes. Parce que les uns veulent bien que nous soyons dans le genre, à condition que nous restions des femmes. C'est entendu que nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes pas homosexuels. Nous sommes dans le cadre bien implanté de femmes, épouses et mères de famille, malgré toutes nos turbulences, et absolument africaines. Être féministe, c'est ne pas être africaine. Or, l'identité africaine est extrêmement importante dans toutes les revendications. Ce que vous voulez être africaine face aux gens de chez vous pour leur dire « mais moi, je suis de chez vous et pas d'ailleurs ». Et puis face au reste du monde en leur disant « mais moi, j'ai ma spécificité, j'ai mes questions, j'ai des manières de l'aborder ». Même si, quand même, pour moi qui suis féministe et qui le réclame, parce que ça me permet de me faire entendre, quand je dis que je suis dans le genre, personne ne m'écoute. Mais si je dis « moi, féministe », alors j'ai une plus grande audience et à ce moment-là, je peux poser mon débat, poser mon diagnostic et proposer mes recommandations. Merci. Voilà, merci. Je passe la parole à Christine Verschure. D'accord. Alors, Fatou a déjà dit beaucoup de choses. L'essentiel, je dirais. Peut-être je vais juste approfondir un peu et ajouter une petite idée à ce qu'elle a déjà dit. Je crois qu'on peut dire que cette réflexion sur les femmes dans le développement, genre et développement, s'est constituée ces dernières années, a toute une historique. On peut dire qu'il y a une quarantaine d'années derrière nous d'histoire, ce qui n'est pas toujours reconnu et qui peine, comme le dit Fatou, dans les pays francophones, ça a été plus difficile à faire pénétrer. Mais on peut dire qu'il y a quand même 40 ans derrière nous d'histoire, de recherche, d'études, etc. Et justement, l'intérêt de ces organisations, de ces conférences des Nations Unies, malgré toutes les critiques qu'on peut émettre vis-à-vis des Nations Unies, elles ont permis de constituer ce champ de savoir parce qu'elles ont été l'occasion de développer des études, de recherche, des évaluations, de constituer vraiment de recueillir des données, etc. J'ai bien aimé ce qu'a dit une des personnes tout à l'heure, ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Il faut qu'on fasse un effort considérable encore et encore pour documenter ça. Et dans la même ligne de ce que dit Fatou, dans les pays, dans les régions francophones, il y a encore un certain déficit là-dedans. Alors nous, on a justement dans notre institut, on publie cette collection qui s'appelle les cahiers genre et développement depuis l'an 2000 maintenant, justement pour montrer toute la diversité et toutes les connaissances qui existent, mais qui ne sont pas prises en compte, pas reconnues, et qui proviennent en grande partie des recherches et des revendications et des réflexions féministes faites dans des pays féministes ou menées par des femmes qui ne se disent pas forcément féministes ou qui se disent féministes, ça c'est un autre débat, et qui proviennent des pays du Sud. Donc l'idée c'est de vraiment, avec cette collection, montrer qu'il y a un champ de savoir et qu'il faut le faire reconnaître. Pour aller dans la même pour insister sur ce que dit Fatou, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles le genre est apparu dans cette réflexion. Un, c'est grâce à la pression des mouvements féministes, et on ne le dira jamais assez, les mouvements féministes du Sud aussi, parce qu'on considère parfois que les mouvements féministes n'ont existé que dans le Nord. Or, c'est parfaitement faux. Et on a fait tout un travail, notamment avec Fatou Sow aussi. Là, je m'excuse de faire un peu la publicité, mais au moins, il faut documenter. Dans cette revue où, notamment, Fatou nous montre justement le parcours des féministes africaines dans ce domaine-là, on montre qu'il y a eu des mouvements féministes depuis le 19e siècle dans tous les pays du monde et non pas seulement en Occident. Et c'est ces mouvements ailleurs aussi qui ont poussé à ce que ces conférences internationales aient lieu. La première conférence à Mexico regroupait 6000 femmes latino-américaines. Ce n'étaient pas toutes des occidentales qui étaient là, c'était les latino-américaines qui venaient avec leurs pratiques, leurs réflexions féministes, etc. Donc ça, c'était un moment fort pour contester les modèles de développement
en anglais on dit male biased, donc masculiniste si vous voulez. C'était des moments forts pour montrer que le fait de ne pas prendre en compte ces questions d'inégalité hommes-femmes, ces questions de genre dans le développement entraînait une détérioration de la situation des femmes, ce qui est quand même le comble. Si on propose théoriquement des programmes de développement, on supposerait qu'on ne détériore pas. Or, on a montré que ça se détériorait, la situation des femmes. Et l'autre raison, je crois, à part cet argument qui a déjà été mentionné, la pression des mouvements féministes, qui est la raison essentielle, c'est quand même aussi une raison toute simple, c'est que finalement, sans les femmes, le développement ne peut pas se faire. Donc c'est une raison négative, si on veut, mais c'est instrumentale. On a besoin des femmes pour un développement économique et social plus développé. Alors, je pourrais revenir là-dessus, si vous voulez, mais ce que je voulais juste dire ici, c'est qu'on a quand même un historique, on a 40 ans de champ de savoir genre et développement qui existent déjà, plus développé dans d'autres pays que peut-être en France. On pourra revenir sur les raisons pour lesquelles en France, on a pris un peu de retard et on continue à peiner pour faire avancer les choses. Mais je crois que maintenant, on peut dire que c'est quelque chose qui est totalement ancré dans la réflexion sur le développement, dans tous les organismes internationaux de coopération bilatérale, de coopération multilatérale ou des ONG. On a quand même conscience qu'on ne peut pas penser développement sans penser aussi genre et genre croisé avec d'autres inégalités, parce que ce n'est pas seulement genre, mais ce genre croisé avec des différences de race, de caste, de classe, d'âge, etc. Donc ça, c'est autre chose qu'on pourrait développer après dans la discussion. Merci. Voilà, exactement 5 minutes. Bravo. Donc, je donne la parole à Sistane Diallo. Okay. Merci. Pour cette première question qui est assez chargée, j'ai décidé de me coller un peu à mon aide-mémoire. Et donc, je disais que si par approche genre, je comprends un travail de questionnement et de remise en cause qui repose sur un ensemble de principes et de méthodes d'intervention, je pourrais dire en ce sens que la jonction entre les notions de genre et de développement a été facilitée au niveau des grandes agences de développement, l'ONU, la Banque mondiale et les structures étatiques à travers les notions inhérentes au modèle utilitaire d'efficacité du développement. C'est-à-dire, comme l'a dit mes sœurs avant moi, il y avait bien ce modèle théorique qui reposait sur les notions de droits humains, les notions de justice sociale, qui étaient là pendant des décennies. Mais pour ces grosses agences de développement de vraiment s'approprier la chose, si je peux dire ainsi, il a fallu la modeler sous forme de modèle de calculus bénéfice d'une terre aventure par rapport aux retombées du développement. Donc c'est le modèle, si l'on peut dire, les Américains l'appellent le business model. Il a été façonné moins à travers un modèle activiste et plus dans un format d'efficacité. Donc, en particulier, ces institutions furent sensibles à l'instrumentalisation des liens établis entre la notion de genre et certains indicateurs de développement, tels les taux de mortalité, maternité infantile, la réduction de la pauvreté et la croissance économique. Malheureusement, cet argument de valeur ajoutée au développement qui les a séduits nous a plus ou moins cantonnés dans une quantification et de la dimension genre du développement qui enlève un peu le discours, l'essence des discours féministes qui justifient notre quête de transformation sociale. Ainsi, à l'heure actuelle, nous nous trouvons piégés, surtout dans nos pays, avec des indicateurs
qui ne bougent pas, que j'appelle incolores, inodores et sans saveur. Donc, quand on regarde les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté dans nos pays, dans nos différents pays, on retrouve un peu les mêmes indicateurs, taux de mortalité, et les gens qui réagissent en disant, oui, nous les hommes, on comprend, tout le monde veut que sa fille, tout le monde veut que... Donc, tant qu'on parle d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, on ne menace presque personne. Mais si on faisait ressortir dans ces indicateurs les rapports de force et le pouvoir déséquilibré qui est à la base de notre lutte féministe, là, les indicateurs ne passent pas. Bon, pour caricaturer un peu les raisons, on nous dit de dire pour quelles raisons, j'ai dit, je propose donc la prise en compte de l'approche genre dans le processus de développement. Les raisons les plus évidentes au niveau surtout de ces agences internationales, c'est pour promouvoir un développement humain durable et équitable, c'est-à-dire mettre au centre du développement les hommes et les femmes, et pour maximiser aussi les bénéfices et les acquis des programmes et projets de développement, il a fallu leur montrer que si on ne prend pas les 50% de la population des pays africains, parce que presque dans tous les pays africains, les femmes constituent un peu plus que les 50% de la population, que c'est un grand dommage pour le développement. Donc, ça a été une incitation. Ensuite, une autre raison, surtout pour les associations au niveau de la société civile, c'était pour identifier et corriger les exclusions, les discriminations, les impacts négatifs potentiels des actions de développement sur les femmes et les hommes, et pour aussi promouvoir l'autonomisation et la représentativité citoyenne des femmes. Pour ces différentes raisons, on a pu donc inciter ces différentes structures à s'approprier cette approche de questionnement, de remise en cause sur les principes d'égalité, les principes d'accès et de contrôle équitable aux ressources et les structures. Un autre aspect de la question posée, c'est quelle thématique recouvre cette notion de l'approche genre, et par rapport à l'égalité des sexes. Il y a les thématiques telles que les rapports sexués hiérarchisés sur la base des construits sociaux discriminatoires. On retrouve souvent dans l'approche genre du développement des analyses par rapport aux disparités hommes-femmes dans les secteurs du développement, l'intégration transversale du genre, gender mainstreaming, dans le processus de développement. Une autre thématique, c'est les politiques nationales pour l'équité et l'égalité des sexes. Et puis, il y a l'état des lieux de la mise en œuvre de l'OMD 3, qui est la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Je veux juste terminer en parlant du dernier aspect de la question qui est important, c'est quels acteurs et actrices sont impliqués. Bon, j'ai mis les machineries nationales telles que les ministères et autres mécanismes. Il y a les partenaires techniques et financiers qui jouent ce rôle important que Fatousso a plus ou moins mentionné d'impulsion des activités pour intégrer le genre dans le processus de développement. Il y a aussi l'Assemblée nationale, et c'est très important parce que c'est là où nous, on a eu tous les problèmes du monde pour le code de la famille au Mali, quand tout a été fait, quand presque la base de la population était presque partie prenante, c'est à l'Assemblée qu'on a eu des problèmes, et c'est auprès de l'Assemblée aussi qu'il y a des problèmes pour l'approche genre au budget national. Et puis il y a le secteur privé qui commence à financer le genre, si on peut dire ainsi, mais ciblé sur leur centre d'intérêt. Et il y a bien sûr les chercheurs, les consultants, tels que moi-même. Donc, c'est à peu près ce que j'avais dit pour la question. Merci beaucoup. Donc, je me tourne vers Dilek Viren, qui va répondre aussi à ces questions. En 5 minutes. En 5 minutes, oui, ça y est, c'est reparti.
Tout d'abord, je voulais vous dire que je parle vraiment d'un point de vue plus de praticienne en tant que Madame Genre de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'on a aussi un problème de terminologie en francophonie du fait de la diversité des pays qu'on a. On parle de genre, on parle d'égalité entre les sexes, on parle d'égalité femmes-hommes, on parle d'égalité des genres, on parle d'égalité de genre. Et vous allez voir dans mes différentes réponses que je vais un peu aller de l'un à l'autre, mais c'est vraiment, c'est très important quand on travaille dans une organisation internationale, déjà multiculturelle, mais dans une organisation internationale comme la francophonie, d'autant plus du fait de ses spécificités, d'être très pragmatique et d'être très, concret pour pouvoir parler aux collègues du genre et dans nos interventions de développement en particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment ignorer les réalités de genre en matière de coopération au développement, mais aussi pour l'instauration d'une démocratie effective dans nos pays, etc. Nous avons 77 pays membres, essentiellement en Afrique, et on dit sur les 5 continents, mais on a plus de la moitié de nos États membres qui sont en Afrique. Donc c'est vrai que le terme de genre est largement utilisé par les institutions des Nations Unies et par l'expertise internationale, et que c'est fondamental, pour toutes les raisons qu'on connaît, que quand on l'applique à une analyse avant de mettre en place des projets de développement, ça révèle la manière dont est organisée un peu la subordination des femmes ou la domination des hommes dans des domaines d'intervention donnés. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de travailler sur ce sujet de manière qualitative, je dirais, comme disait Madame Diallo, parce que c'est vrai que les projets de développement qu'on met en place, il y a beaucoup c'est très technique. Aujourd'hui, on parle de gestion axée sur les résultats, on parle d'indicateurs, et voilà. Donc la francophonie, en plus d'intégrer une approche de genre dans ses projets, qui est vraiment un gros effort que fait l'organisation depuis 2006, est passé également par d'autres processus de modernisation comme la gestion axée sur les résultats et plein d'autres choses. Et donc la prise en compte du genre fait partie de nombreux autres chantiers qui sont mis en place pour contribuer plus efficacement au développement de nos pays. Et voilà. Donc, c'est vrai que la communauté internationale aujourd'hui est dotée de plusieurs instruments juridiques, de plans d'action, de tonnes de documents stratégiques en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et ça résulte des efforts conjoints d'acteurs à plusieurs niveaux, comme ont déjà parlé mes consoeurs de cette table ronde. Et c'est surtout, bien sûr, depuis l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, donc la fameuse CEDAW ou CEDEF, par l'Assemblée générale des Nations unies, que la lutte pour l'égalité femmes-hommes s'est inscrite, alors plus largement, dans la promotion des droits de l'homme, mais aussi par la suite dans les années 80 à 90 dans les politiques de développement. Et voilà. Et on peut dire que l'une des principales raisons pour laquelle l'égalité entre les femmes et les hommes doit être prise en compte dans les réflexions, tant au niveau des débats politiques, mais aussi de l'action de terrain, c'est que c'est un objectif de développement global, comme l'ont déjà dit mes consoeurs. Et c'est devenu vraiment, c'est considéré comme une condition du développement. Condition d'un développement humain, durable, équitable, et donc par conséquent indispensable à la réalisation de ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Et
et aussi parce que les objectifs du millénaire du développement qui sont fortement imprégnés par l'objectif global de lutte contre la pauvreté, qui est considéré aujourd'hui comme une des priorités de la politique de coopération et de développement et de la communauté internationale. Et à ce moment-là, par rapport aux gens, c'est vrai que la pauvreté s'est définie non pas seulement comme par rapport à un seuil de revenus, mais aussi comme la conséquence d'inégalités de potentialité et qui se retrouvent forcément aggravées pour les femmes. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisation de la pauvreté, puisque on estime en gros que 70% des pauvres sont des femmes. Déjà ? Pardon. Bon, je voulais parler mes consoeurs l'ont déjà fait, de comment on était passé, de comment le développement était considéré plutôt comme une approche, comme vraiment d'une approche purement économique. Avant les années 70, c'était croissance économique, etc. Et on est passé à l'approche dite femmes et développement, intégration des femmes au développement, etc., etc. Et comment on en était arrivé à l'approche de genre et développement. Et essentiellement, pourquoi on prend en compte le genre dans les organisations internationales, je parlerai de ma perspective. C'est parce que, d'abord parce que c'est une question, l'égalité homme-femme, femme-homme est une question de droit. Et aussi, et c'est l'argument dont parlait Madame Diallo, c'est vraiment ça, on est obligé d'en venir à l'argument un peu utilitariste, c'est-à-dire que nos projets ne sont pas efficaces si on ne s'adresse pas autant à notre public cible, qui est fait à plus de 50% dans les pays francophones de femmes. Et voilà, donc ça implique une analyse des besoins et des intérêts plus fine par rapport aux hommes et aux femmes. Voilà. Merci. Alors la deuxième question, quels sont les programmes auxquels vous avez collaboré? En quoi consiste-t-il? Quel domaine touche-t-il plus exactement? Comment, dans un contexte de mondialisation, s'articule-t-il autour des politiques nationales ou des politiques locales? Asitane, veux-tu commencer? Okay. Merci. J'ai sélectionné seulement 3 programmes auxquels j'ai collaboré. Le plus important, à mon avis, c'est quand j'ai été la coordinatrice d'un programme qui s'appelait le programme d'appui au renforcement de l'équité homme-femme pour la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une bonne gouvernance. Ce programme était financé par le PNUD et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille était la structure d'exécution. Et moi, j'étais à cheval entre les procédures au niveau gouvernemental et les procédures plus strictes au niveau du système des Nations Unies. En quoi consiste-t-il? En fait, c'était un programme qui finançait tout ce qui s'appelait femmes et genre, parce que le budget national ne donne que 0,3% de ses ressources pour le pays. Et ça comprenait 3 grands volets. On avait des micro-projets où on faisait le renforcement des capacités économiques et techniques des associations féminines à la base, qui nous présentaient des micro-projets. On leur donnait des ressources entre 5 et 15 millions par association. Et ça les aidait beaucoup. Il y a toutes sortes d'activités. L'autre, c'était une assistance technique pour la production de connaissances, le renforcement de capacités de la machinerie nationale qu'est le ministère. Et aussi, il fallait aider le système des Nations Unies dans leur assistance pour l'équité du genre au Mali. Donc, un exemple de cela, ce programme dirigeait les PTF, la branche des PTF sur le genre. Ensuite, il y a un autre programme très intéressant
pour lesquels j'ai travaillé pendant des années, c'était en association avec le Nordic Africa Institute. C'était un programme de recherche sur l'économie urbaine qui essayait de parer au vide qu'il y a par rapport aux données. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de statistiques sur le genre dans nos pays, et les statistiques qui existent sont souvent des statistiques sexe-spécifiques statistiques, et ils pensent qu'avoir une colonne pour les femmes et les hommes, ce sont des statistiques. Au lieu de dire les questions qui sont quantifiées, est-ce que ce sont des questions clés pour la transformation sociale vers l'équité des sexes? Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Non, c'est la démarche sexo-spécifique. Donc, ma collègue norvégienne et moi-même avons fait donc ce programme de recherche avec l'Institut nordique en Suède pendant 3 ans pour avoir des données, 2 niveaux de données. Un, c'était sur la base de la théorie de victimisation des femmes africaines, comme quoi pauvres femmes africaines, on a dit on va avoir un volet qui va mettre l'accent sur les femmes entrepreneurs à succès au Mali, les femmes millionnaires, mettre un accent sur ces femmes pour voir est-ce que ces millions les aident à s'émanciper plus que celles qui n'ont rien, et puis comment est-ce qu'elles vivent leur succès. Et puis il y a un autre volet qui était plus quantitatif, qui essayait, vous me pardonnerez l'expression, de rabattre le caquet des hommes pour dire voilà la preuve que en fait c'est les femmes qui financent l'éducation des enfants, qui financent la santé des enfants, etc. Donc on avait fait de façon très minutieuse une collecte de données de qui fait quoi, comment, pourquoi, avec quoi. Et le dernier programme que j'ai exécuté avec passion, parce que c'est un peu le but de ma vie depuis très longtemps, c'est la lutte contre les mutilations sexuelles, les mutilations génitales féminines. J'ai travaillé sur ça depuis les années 79 jusqu'à maintenant. Donc, avec le Population Council de Washington, nous avons fait un programme de recherche opérationnelle et d'assistance technique pour faire des recherches expérimentales, par exemple au niveau des praticiens de la santé, voir qui se cache pour faire ces pratiques dans les centres médicaux, parce que l'argumentation en cours était que c'est dangereux pour la santé. Donc on dit si on fait ça avec les infirmiers et les sages-femmes, donc il n'y a plus de danger. Ce qui ne nous arrangeait pas, nous les activistes, c'était, je finis, c'était de pouvoir avoir des données pour dire qu'au-delà de l'aspect santé, il y a l'aspect droits humains, il y a l'aspect même religieux, parce que c'est pas évident. Donc c'était une recherche opérationnelle qu'on a fait avec le commissariat à la promotion de la femme. Donc, c'est les 3 expériences que je voulais mentionner. Merci beaucoup. Fatou? Merci. Alors, quels sont les programmes? Vous savez, comme chercheur CNRS, en poste à l'Université de Dakar, quand vous demandez des crédits à l'Université de Dakar, vous n'en avez pas, parce que vous êtes supposé être chercheur CNRS. Mais vous êtes chercheur CNRS dans un institut dakarois, vous ne pouvez pas participer aux équipes et aux demandes de financement de grandes équipes autour de grands thèmes. Donc, vous êtes chercheur sans le sou, sans le sou pour mener la recherche, pour mener le terrain. Donc, on est plus ou moins obligé de faire des travaux de recherche avec soit le gouvernement, soit les institutions internationales. Et puis, être très peu de sociologues sur le terrain, ça aide également parce que vous êtes beaucoup sollicité pour faire ces travaux. Alors, il y a juste 2 points, 2 programmes dont je voudrais parler. Donc, il y en a un d'abord que j'ai fait avec le Population Council qui a donné lieu à un ouvrage sur la santé. Alors, notre corps, notre santé, c'est un ouvrage sur la santé et la sexualité des femmes en Afrique subsaharienne, d'un organe d'une association de recherche en santé de la reproduction en Afrique francophone, dont j'ai été la présidente pendant 4 ans.
nous avons fait un ouvrage qui ressemblait un peu à inspiré de Our Bodies Ourselves. C'est un ouvrage américain d'un collectif de Boston qui faisait parler de la santé et de la sexualité, pas du point de vue des praticiens, mais à partir des femmes. Bon, nous, c'est difficile. Nous avons obligé les praticiens, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gynécologues, de médecins, je les ai obligés d'abord à casser leur langage hermétique de spécialistes de la santé, mais je les ai obligés à repenser un peu la sexualité et la santé des femmes à partir de la préoccupation de leurs malades. Qu'est-ce que vos malades vous demandent? Donc on a sorti un ouvrage qui, je pense, a beaucoup circulé dans l'Afrique francophone. Mais c'est surtout deux autres thèmes, deux autres programmes auxquels j'ai été menée. J'ai été associée. C'était l'un sur les femmes sénégalaises, faire le point de la situation des femmes sénégalaises. Nous avons d'abord fait une étude prospective sur les femmes sénégalaises qui se projettent sur 15 ans, c'était quoi? Alors, on a commencé en 1993. Donc, il y a eu un ouvrage qui est sorti avec plusieurs collègues. J'ai également travaillé avec le Fonds européen de développement à des projets dans la vallée du fleuve Sénégal. Vous savez, dans le fleuve Sénégal, il y a un barrage. On a mis 30 ans à construire le barrage. Mais au bout de 30 ans, quand on l'a construit, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des paysans autour. Et derrière ces paysans, il y avait des femmes. Et parce que le délégué du Fonds européen de développement était une femme, elle a hurlé le jour où on lui a dit, elle a dit, mais où sont les paysannes? Elle n'était pas là. Où sont leurs terres? Elle n'en avait pas. Elle n'avait que des terres familiales. Donc elle a demandé à ce qu'on lui fasse une étude. Donc j'ai participé à ce projet-là. En même temps que j'ai participé, alors, mais à une échelle panafricaine, sur la gestion des ressources naturelles avec les femmes, et j'ai notamment de l'accès au foncier. Alors, je vais juste prendre très rapidement la gestion des ressources naturelles, l'accès des femmes à la terre. C'est un problème énorme. Dans cette vallée du fleuve, les paysans, ils ont droit à 0,6 hectares. Donc, le paysan et sa famille. Parce que l'unité, c'est le chef d'exploitation, donc c'est un homme, avec son ménage. Mais le ménage, ça peut être une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être les filles, ça peut être le gendre avec sa fille. Ils ont en moyenne 0,6 hectares. Quand les femmes se mettent en groupement, elles peuvent être 10, mais en général de moins en moins, elles peuvent être 100, elles peuvent être 500, elles ont 1 hectare pour 500 femmes. Alors, demander à 500 femmes de travailler sur 1 hectare, ça veut dire qu'elles divisent cet hectare-là, elles divisent en 500 petites parcelles de la taille, de cette table-là. Parce que, alors, on a toujours dit, les Africains, ils sont communautaristes, pas communautaristes, ça c'est Sarkozy, ils sont communautaires, ils font plein de choses ensemble, mais les femmes, elles découpaient, elles avaient chacune une tablette comme ça, dans laquelle elles faisaient des oignons, des carottes et le reste. Alors, quel est l'impact sur ça? C'est-à-dire que les femmes avaient donc très peu de ressources, mais surtout, ce qui est arrivé, et là, je prends le cas de la mondialisation, c'est très important. Hein. Au moment où je mène cette enquête, donc à la fin des années 80, on est, nous, vous savez que vous avez une crise aujourd'hui, hein, vous avez une autorité, vous avez les Grecs qui descendent à la rue, les Français vont y aller, je crois, la semaine prochaine. Nous, ça dure depuis les années 1980. Ici, on parle de politique de rigueur, nous, c'est des politiques d'ajustement structurel. On avait la dette, on n'a jamais annulé la dette africaine, elle s'est transformée en plein de choses, mais depuis 1980, la Banque mondiale, les institutions internationales et les gouvernements disent, vous avez pris trop d'argent, alors on va couper. Ils ont coupé surtout sur la santé, vous voyez comment ça affecte les femmes, sur l'éducation, sur tous les domaines sociaux. Ils disaient, les États, ça c'est pas nécessaire, donc on peut réduire les dépenses de santé, mais vous ne pouvez pas continuer à financer. Mais surtout, toutes les structures que les États avaient rachetées avec nationalisant, comme l'eau et l'électricité, et qui étaient des structures d'État, elles ont été, bien sûr avec les crises, elles sont tombées à l'eau, on les a reprivatisées, donc on a revendu l'eau au Sénégal, à Bouygues, on a revendu le téléphone qui était à la Poste, on l'a revendu à France Télécom, puis maintenant à Orange, hein, donc nous c'est Orange SN, vous êtes Orange FR, nous sommes Orange SN. Donc vous voyez ce que ça peut représenter comme pression économique, c'est-à-dire qu'au moment où on pense qu'on va y arriver, et alors dans la vallée du fleuve, on a une céréale qui est le riz. Le riz, c'est ce que les Sénégalais ont comme céréale de base. Depuis que la France, quand elle a colonisé et qu'elle a voulu que les Sénégalais fassent de l'arachide et pas du mil
comme cash crop, comme culture d'exportation. On a importé du riz d'Indochine, enfin de la brisure de riz d'Indochine et de Cambodge. On nous a nourris de ça et puis on nous a dit, bon maintenant, je termine. On nous a dit, maintenant, alors, mais quel est le problème qui se pose? C'est qu'on est en train de faire du riz, mais il est moins cher de faire du riz dans la vallée du fleuve que d'importer ce riz, la brisure de riz, du Vietnam ou du Cambodge. Comment ça se fait? On n'en sait rien. Oui, c'est le contraire, oui. Et le prix du coton dans la vallée du fleuve au Sénégal oriental, le coton africain, vous savez, c'est paraît-il l'un des meilleurs cotons dans le monde. Mais le prix du coton, il se décide entre Miami, New York et Paris, je suppose, j'en sais rien. Ce qui fait que le paysan africain, il attend dans une agriculture qui, depuis 1982 ou 85, les États africains ne subventionnent pratiquement plus leur agriculture. Alors moi, je suis toujours ébahie ici. Quand j'entends le paysan français dire « Oui, mais nous, on n'a pas de subvention », il y a l'Europe, tous les financements de l'Europe. Quand on pense à si les paysans africains pouvaient avoir 1/1000 de ce que l'Europe dépense pour le paysan français, je comprends les réclamations des paysans français, mais imaginez ce que ça représente pour le paysan sénégalais qui n'a plus d'engrais parce qu'il ne peut pas l'acheter. Avant, c'est subventionné par l'État, il remboursait, mais c'est subventionné. L'État avançait les engrais, l'équipement. Aujourd'hui, il doit acheter l'engrais, il doit acheter des semences, il doit acheter... Donc l'effet de la mondialisation vraiment a été totalement catastrophique. Voilà, Merci. et maintenant on va... Merci beaucoup. Dilek, à toi. Merci. Alors, pour ce qui concerne plutôt l'angle au sein de l'OIF et d'une organisation internationale, d'abord, je voulais vous dire que c'est surtout à partir de Pékin, de la 4e conférence mondiale sur les femmes des Nations Unies, que la francophonie s'est intéressée aux questions de femmes, de genre, et qu'elle a activement participé à mobiliser les pays francophones pour que leur point de vue, etc., soit pris en compte également. Et donc, ça a pris un peu de temps, mais à partir de 2000, il y a eu une première grande conférence des femmes de la francophonie qui a permis de mettre en place un programme dédié à l'égalité des genres. On l'a appelé, c'était un programme femmes, puis ça s'appelait égalité des genres. Donc, concrètement, mon travail dans ce cadre-là, ça consiste à mettre en œuvre une stratégie qui est classique, la mise en place d'activités spécifiques pour les femmes, spécifiquement de lutte contre les discriminations ou de renforcement de capacité des femmes dans les domaines d'intervention de l'OIF qui sont assez nombreux, puisqu'il y a l'éducation, les droits de l'homme, la démocratie, la culture, la solidarité économique, le développement durable. Et donc, c'est des actions spécifiques qui ont une vocation plutôt corrective des inégalités. Et d'autre part, bien sûr, la généralisation de l'analyse de genre dans tous les projets mis en place par l'OIF. Donc j'appuie techniquement mes collègues qui sont à peu près... il y a à peu près 80 projets, je crois, à l'OIF, vraiment après à dimension variable, mais donc je suis seule à appuyer tous les collègues, en plus des projets que porte l'unité spécifiquement pour renforcer les capacités, comme on dit dans notre jargon, des femmes francophones sur le sujet de l'égalité des genres et de la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Concrètement, on a vraiment 4 axes d'intervention. On met en place des projets pour que les femmes francophones, comme disaient mes consoeurs, participent et défendent davantage leur position à des rencontres internationales, que ce soit les conférences des Nations Unies, la Marche mondiale ou autres. On travaille aussi pour que les organisations de la société civile et des institutions nationales du type les ministères en charge
du genre ou des droits des femmes ou de la famille, comme on les appelle selon les pays, soient renforcés dans leur capacité d'action et d'organisation collective, comme on l'a intitulé, autour des luttes contre les discriminations et les violences fondées sur le genre. On a également travaillé sur un projet d'intégration du genre dans les budgets nationaux et locaux. Alors, on a beaucoup de mal sur la budgétisation sensible au genre parce que c'est très, très technique et ça demande l'implication des ministères en charge du genre, mais aussi des ministères des Finances, forcément. Et ça, c'est une autre paire de manches, d'impliquer les ministères des Finances et les sensibiliser au fait à l'égalité homme-femme, femme-homme ou égalité des genres. Donc, voilà. Et enfin, dernier axe d'intervention, c'est vraiment de travailler pour faire en sorte que le personnel de l'OIF maîtrise les principes, les techniques, les outils de l'analyse sexospécifique, qu'eux-mêmes ils puissent se poser des questions par rapport à leurs projets avant de mettre en place des projets sur les enjeux de genre dans leurs projets, que ce soit en matière d'éducation ou autre. Donc concrètement, on appuie beaucoup la participation des représentantes d'ONG de femmes ou de ministères de femmes dans les grandes conférences. Alors l'objectif est surtout, et c'est un peu spécifique aux francophones parce qu'elles ont un peu moins accès au financement pour participer à des grands événements où il y a beaucoup de plaidoyers, de négociations, des choses qui se passent, surtout des conférences très importantes au niveau des Nations Unies, que ce soit la Commission de la condition féminine, etc., de l'ECOSOC. Notre objectif, c'est de permettre aux femmes francophones d'assister et de prendre part aux débats internationaux impliquant les enjeux d'importance pour elles, mais surtout de leur permettre de prendre la parole, de faire part de leurs expériences dans leur pays et de partager celles-ci avec d'autres femmes, d'autres aires linguistiques, et aussi dans un objectif de renforcement mutuel, de réseautage et de mobilisation collective. Sinon, en matière de... Tu es déjà terminé ? Oh mon Dieu. En matière de renforcement de capacité, on met de plus en plus des projets à vocation régionale, toujours dans cette optique de mobiliser et d'organiser les organisations de femmes autour d'enjeux, que ce soit la lutte contre les violences, etc., de vraiment les informer, de les mobiliser et de créer une certaine synergie. Déjà, il y a pas mal d'organisations de femmes en Afrique de l'Ouest, bien sûr, n'en parlons pas, mais on a par exemple travaillé dans des régions où c'était un peu moins évident, dans des pays insulaires comme en Océanie ou dans l'océan Indien, où c'était un peu plus compliqué d'organiser les femmes. Et je vais terminer sur ça. En ce qui concerne le travail qu'on a fait pour renforcer les capacités des agents de l'OIF en matière d'intégration du genre dans leurs projets de développement, on a essayé de faire des formations, mais les formations, ça n'a pas du tout marché. Parce que les gens ne venaient pas. Ça n'avait pas eu fait. Et oui, aussi parce que c'était bon. Le format était un peu spécial, il fallait mobiliser les gens plusieurs jours. Et pour eux, c'était en plus de tout le travail qu'ils faisaient, donc c'était un peu compliqué. Donc on a privilégié vraiment une approche plus pragmatique. On a pris quelques projets dans la maison et on les a retravaillés. On les a analysés, identifié des points d'entrée sur le genre. Voilà. Donc on essaie de suivre et d'accompagner, j'essaye de suivre et d'accompagner les collègues pour qu'ils se posent des bonnes questions avant de faire des interventions de terrain. Merci. Voilà. Christine, à toi la parole. Bonjour. Alors, moi, effectivement, je ne suis pas dans l'action immédiate. Je suis en tant qu'enseignante-chercheur active dans mon institut qui a la chance... nous sommes en Suisse, nous avons une certaine chance que nous obtenons quelques fonds pour faire à la fois des recherches et des activités dans ce domaine de genre.
Donc, je vais parler de 2 activités que j'ai menées. L'une, c'est dans le domaine de l'enseignement. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois ici. Il nous semble que pour changer les choses, il ne faut pas seulement qu'il y ait des mouvements féministes actifs pour pousser, faire pression, etc. Mais il faut aussi que les personnes qui interviennent sachent de quoi on parle quand on parle de genre. Or, ça reste, et c'est en ça que je trouve que votre initiative est très bonne, ça reste souvent un concept qui est très très mal compris et qui est parfois utilisé comme un cache-sexe parce que ça passe mieux, ça fait plus sérieux, etc. Mais qui n'est pas utilisé comme il a été avancé par les études féministes et de genre. Alors nous, on essaye une des expériences qu'on a faites, c'est justement voyant la difficulté qu'il y avait à mettre en place des programmes de formation, on a proposé une nouvelle formule qui est une formation à distance pour des personnes qui sont basées en Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce programme dans lequel, par exemple, Acitane collabore. Ce sont des enseignantes d'Afrique de l'Ouest, basées en Afrique de l'Ouest, qui enseignent à des gens qui travaillent sur ces questions-là dans différentes organisations, soit gouvernementales, soit des petites ONG, soit des grosses ONG internationales, soit la coopération, et qui on essaye de discuter, de travailler ensemble sur qu'est-ce que recouvre cette notion de genre, qu'est-ce qu'elle n'est pas, et comment s'en servir un petit peu. Alors justement, on travaille sur cette question qui a déjà été un peu abordée, déconstruire certains mythes, les mythes que les femmes sont toutes des pauvres victimes, sans capacité d'action, sans capacité de réflexion, etc. Donc, déconstruire ce mythe de la victimisation des femmes, montrer que les femmes ont toujours été très actives au niveau soit domestique, soit local, soit associatif, soit public, pour questionner ces inégalités. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nécessairement leur est étranger. Questionner aussi d'autres mythes, comme ou déconstruire d'autres thèmes, comme la construction sociale des masculinités, qui aussi doit être un thème qui doit être exploré. Les rapports entre mouvements féministes locaux et internationaux, et comment faire ensuite aussi, comment analyser autrement la réalité avec cet outil d'analyse qu'est le genre. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on souhaite faire passer comme message, c'est que le genre permet d'analyser autrement la réalité et permet de mener des actions d'une manière différente en partant du point de vue des personnes avec lesquelles on travaille et des personnes de différentes catégories, non seulement de hommes et femmes, mais hommes et femmes de différentes castes, classes, races, âges, etc. Et tout ça est à prendre en compte. Donc ça, c'est une expérience qu'on mène depuis maintenant 5 ans et qui, je dois dire, marche assez bien parce qu'on a pris en compte beaucoup des contraintes que les personnes ont, notamment surcharge de travail, souvent. Donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps disponible. Et donc on a fait un programme qui est étalé sur 4 mois à raison de 2 heures de travail personnel par semaine pendant 4 mois. Et ces personnes suivent à distance avec une enseignante à distance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle du genre, parce que c'est effectivement une notion complexe. Pour nous, nous travaillons vraiment comme un outil d'analyse, comme quelque chose qui exprime des rapports de pouvoir et qui provoque beaucoup de résistance justement parce qu'il aborde des questions de rapports de pouvoir. Et qui sont, je crois que c'est Acitane qui en parlait, qui font peur, dont personne ne veut vraiment s'emparer parce que ça questionne toute l'organisation de la société finalement. Donc quand on parle de genre, en fait, on secoue l'ensemble de la société. Est-ce que j'ai encore une demi-minute ? Je crois que je n'ai pas le temps de mentionner une autre. Je voulais parler d'une expérience... Oui, bon, alors, au niveau de la recherche, on a mené un programme de recherche-action sur une dizaine d'années. Donc, on a eu cette chance de pouvoir travailler durant un temps considérable, ce qui n'est pas toujours le cas des recherches en sciences sociales. On a souvent un temps très limité et qui nous a permis d'accompagner les personnes avec lesquelles on travaillait dans cette recherche, qui étaient des sujets
de l'intervention au même titre que nous en tant que chercheurs. Et on a fait cette recherche donc dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Afrique de l'Ouest notamment. Et une des organisations avec lesquelles on travaillait était une organisation dans une favela à Gamboa, dans la région de Sao Paulo. Et avec les organisations de femmes résidentes de cette favela, une question centrale est apparue, qui était celle de l'attribution des titres de propriété des logements dans les favelas. Et ça a été un thème qui a été très mobilisateur, qui est ressorti dans cette recherche, qui a ouvert plusieurs possibilités pour questionner les rapports de pouvoir existants entre hommes et femmes dans ce quartier, et avec la municipalité, questionner aussi les rapports avec, penser les politiques publiques plus amples au niveau urbain. Et c'était une intervention qui montrait l'intérêt de faire des recherches de fond avec les personnes avec lesquelles on travaille, en partant du point de vue des personnes avec lesquelles on travaille, dans ce cas-là, les organisations de résidentes de ces favelas, de cette favela. J'entends le petit coup. Alors, la troisième question. Selon votre expérience, de quelle réussite pouvez-vous témoigner? De quelles limites, de quelles difficultés, de quelles résistances? Puis, quelles perspectives et quelles recommandations donneriez-vous? Et de quelles mutations personnelles ou collectives pouvez-vous nous faire part? Et je donne la parole en premier lieu à Dilek. Alors, je vais reprendre un peu toujours les deux axes d'intervention qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intégration transversale du genre dans les programmes. Les premiers résultats, en fait, moi j'appelle ça une réussite parce que ça a été vraiment un travail de longue haleine au sein de notre organisation. Les premiers résultats du programme de renforcement de capacité des collègues, c'était vraiment un changement dans les perceptions. Parce que autant il y a 5 ans, quand on a commencé à vraiment travailler sur le sujet, on a fait un petit bilan, chacun reconnaissait vraiment sa responsabilité à intégrer le genre, mais personne ne savait vraiment ce que ça recouvrait. Oui, le genre c'est important, c'est toujours bon de faire participer les femmes. Ça peut pas faire de mal. Et puis dès qu'il y avait une femme dans une formation, on me disait regarde, il y a une femme qui a assisté, sur 20 participants, j'ai 5 femmes, super. Donc c'était un peu flou, on savait pas pourquoi on le faisait, on savait que c'était bien de le faire. Ils se reconnaissaient une responsabilité il y a quelques années, mais c'est vrai que depuis 2008, on a vraiment essayé de faire un travail de fond avec les collègues, de sensibiliser, de prendre les projets vraiment au cas par cas, d'identifier des enjeux. Et puis même au niveau de l'agenda international, souvent ils sont interpellés sur des sujets, sur le genre de plus en plus. Donc vraiment, ces dernières années, on sent vraiment un changement dans les perceptions, de la compréhension de la notion de genre, à quoi ça peut servir, à quoi ça peut leur être utile, et puis c'est bien de le faire aussi. Bon, voilà. C'est souvent cet argument utilitariste qui revient, mais finalement, voilà. Je vais vous parler d'un exemple qui m'avait fait un peu rire. Et puis après, je vous parlerai d'une vraie réussite. Là, c'est plutôt là où on atteint vraiment... On fait un travail avec les collègues, puis après, on se rend compte qu'ils ne le mettent pas vraiment en œuvre dans leur travail, parce que comme si c'était 2 travails différents, en fait, de travailler sur le genre et de mettre en œuvre des projets de développement. J'ai des collègues qui travaillent sur la formation de professeurs de français, de maîtres... d'écoles qui enseignent le français. Et en fait, ils organisaient une formation. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais une formation, c'était une phase pilote au Burundi. Et en fait, cette formation prenait place un peu pour des professeurs de la capitale, mais c'était un peu excentré, un peu éloigné de la capitale, et ça durait plusieurs jours. Et comme ils ont
genrer leurs projets en féminisant un peu les termes de leurs projets, mais pas vraiment en prenant en compte très concrètement et pratiquement ce que ça voulait dire d'intégrer le genre. Ils se sont retrouvés à la formation, parce que les enseignants qui visaient, c'était à 80% des femmes, ils se sont retrouvés avec des femmes qui sont venues avec leurs enfants. Donc, au lieu d'avoir une formation pour 50 personnes, prendre en charge 50 personnes pendant une semaine, c'était prendre en charge 150 personnes pour le repas. Ils ont dû improviser des crèches, ils ont dû improviser des garderies. Donc, le budget a complètement explosé. Bon, c'est passé, bien sûr, mais je veux dire, c'est le simple fait de se poser la question en termes d'accessibilité de ces formations pour leur public cible qui est à 80% des femmes, c'était déjà, bon voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Donc maintenant, ils font bien attention, ils réfléchissent à ce genre de choses très concrètes, mais parfois ils se retrouvent juste confrontés à des situations où ils réalisent ah oui, effectivement, ce sont des femmes, elles ont peut-être des contraintes, elles ont peut-être des obligations familiales, etc., en plus de leur métier. Ça, c'était pour parler un peu des limites. Sinon, on a fait les limites aussi par rapport à l'intégration du genre dans les projets, dans une organisation internationale comme l'Organisation de la francophonie, comme dans d'autres organisations, agences onusiennes. Souvent, c'est les ressources limitées qui sont affectées au programme. Et c'est vraiment très difficile parce que souvent, dans les discours, dans nos engagements, il faut intégrer le genre dans tous les programmes, dans tous les projets. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça demande des moyens financiers et en général des moyens aussi humains. Et en général, vous le voyez, moi je suis la seule experte pour travailler avec 80 responsables de projet. Voilà, donc en termes d'investissement, c'est très limité et c'est vraiment difficile. Donc souvent, il faut prioriser, il faut être très pragmatique, il faut commencer par des choses... Mon Dieu, très, très limité, mais bon. Alors, je vais terminer. Je voulais terminer sur quelque chose. Ah, j'ai annoncé un projet très réussi. Ah oui, on avait fait ça c'était pas mal. Je vais parler de ça, je vais terminer. C'était avec mes collègues qui travaillent sur le développement durable. J'ai une collègue qui travaille sur les négociations internationales sur les changements climatiques. Et comme elle était très intéressée aussi personnellement, souvent il faut s'appuyer sur des personnes de bonne volonté parce que c'est pas toujours évident de travailler sur l'intégration du genre. Et que c'était une thématique qui commençait à émerger beaucoup chez les anglophones, genre et climat. Et en même temps, ça ne voulait pas dire grand-chose comme ça pour les francophones. Donc, il y avait très peu de documentation, il y avait très peu de choses. Donc, on a commencé à travailler sur cette problématique, sur les enjeux, sur les impacts différenciés des changements climatiques sur les hommes et sur les femmes, sur comment les femmes pouvaient avoir un rôle forcément très important dans la promotion de changements, dans la promotion de changements comportementaux par rapport au développement durable, etc., etc. Et donc, on a travaillé avec les collègues, avec la collègue en charge de ces questions de changement climatique, à mettre en place des ateliers de réflexion sur le sujet. Et ça a pas mal porté ses fruits dans le cadre des négociations internationales, parce que les pays francophones, du coup, qui ont été sensibilisés, ont porté le sujet. Et il n'y a pas que eux, bien sûr, mais en étant mieux informés sur les enjeux, on peut porter ce sujet. Et ça, maintenant, il y a un groupe de négociations femmes dans les négociations changement climatique. Voilà. Merci beaucoup. Assistante Diallo, si vous voulez. Je vais me discipliner et suivre les aspects de la question. Donc, par rapport aux réussites sur le plan continental en Afrique, on peut mentionner l'existence de réseaux dynamiques au niveau continental et sous-régional. Pendant plusieurs décennies,
il n'y avait que la seule association des femmes pour la recherche et le développement, l'AFAD, que Fatou Sow a mentionné. Maintenant, on a FemmeNet, on a WILDAF, qui est Femmes et pour les droits, et puis on a le réseau des femmes parlementaires et ministres. Donc, il y a beaucoup de réseaux africains de femmes qui permettent aux femmes d'échanger au niveau continental, mais aussi de se renforcer mutuellement. Donc, ensuite, une autre réussite, c'est quand même un engagement de plus en plus évident des États africains pour l'égalité des sexes. Au niveau de l'Union africaine, on a une déclaration solennelle de l'égalité des sexes signée par les chefs d'État africains. On a une politique de genre pour les États africains au niveau de l'Union africaine. On a des pays tels que le Rwanda, le Sénégal et d'autres qui ont pu battre le record, même sur le plan mondial, le Rwanda en matière de représentation des femmes. Le Sénégal qui a fait l'exploit miraculeux de voter une loi sur la parité, bien que ça doit être renforcé et appliqué, mais on a pu faire ce miracle, voter à l'Assemblée. Il y a vraiment un engagement. Bon, pour certains pays, c'est du bout des lèvres, pour d'autres, c'est de plus en plus une réalité. D'autres exemples de réussite, c'est une plus grande appropriation des questions de genre au sein de la société civile, au-delà des organisations féminines. De plus en plus, on voit des organisations mixtes où il y a les hommes et les femmes, ou des organisations à prédominance masculine qui traitent des questions de genre. Si je veux être cynique, je dirais bien sûr s'il y a plus de financement dans la question de genre quelquefois que dans la simple question de changement climatique. Donc, mais toujours est-il que ça fait plaisir, on voit une certaine transversalité en ce sens. Un dernier exemple de réussite, c'est la disponibilité de politiques nationales genre pouvant aboutir à une plus grande transversalité du genre dans le processus de développement des États africains. Tout à l'heure, il y a quelqu'un pour la première table ronde qui avait dit qu'il y avait, de façon pratique, on avait fait une substitution de transversalité à tout ce qu'il y avait comme mécanisme d'autonomisation des femmes. Mais c'est parce que les gens allaient par tâtonnement avec des plans d'action triennale, etc. Maintenant, dans nos pays, surtout en Afrique francophone, il y a plusieurs pays qui ont des politiques genre plus cohérents et puis qui embrassent presque tous les secteurs de développement. Quelles limites, quelles difficultés et quelles résistances? Bon, le financement du genre demeure le fait des partenaires techniques et financiers au lieu des budgets nationaux. Il y a le manque de statistiques et d'indicateurs véritablement genrés au niveau national et au niveau des secteurs de développement. La difficulté d'indépendance de la machinerie nationale pour la promotion de l'égalité des sexes, loin des intérêts partisans et des contraintes administratives. Il y a aussi le besoin d'une masse critique d'organisation de la société civile féminine compétente et moins dépendante des sous de l'État et des bailleurs de fonds. Et en dernier, il y a le retour en force des gardiens de la tradition et des fondamentalistes religieux. Et maintenant, quelle perspective, quelles recommandations proposer? Soutenir la production de connaissances au niveau local sur les liens entre les questions de genre et les autres priorités de développement, et aussi le genre et la préservation de la paix. Investir dans le renforcement de capacités de la nouvelle génération de féministes africains, la nouvelle génération de parlementaires, hommes et femmes. De quelles mutations personnelles ou collectives pouvez-vous nous témoigner? Au niveau personnel, je pense que je suis moins radicale et plus patiente quant aux retombées des efforts consentis pour la transformation sociale vers un développement humain durable et équitable. Je me souviens que dans les années 70, quand j'avais commencé la lutte contre l'excision, on s'était donné comme
comment on dit ça, benchmark, But. comme but, Butoir. oui, réalisable, qu'on allait mettre fin à la pratique de l'excision au bout d'une décennie. Et on est loin de ça. Et je me rappelle aussi que nous voulons une transformation totale et on dénonçait les compromis nécessaires pour avancer. Sur le plan collectif, mutation collective, c'est les acquis en matière d'égalité de sexe sont éphémères face à l'adversité et à l'affaiblissement de l'État. Et ça, ces mutations me sautent aux yeux quand je prends le cas du Mali maintenant, qui d'un pays stable et démocrate est en conflit, et maintenant on ne peut plus parler de genre. Quand je mentionne nos conférences ou des recherches, on me dit mais il y a plus grand, ou bien quel droit de femme, c'est les droits de tous les Maliens là qui sont, ou bien quand nous mettons l'accent sur les viols et les abus au nom de l'islam au nord du Mali, un homme marie une femme et elle se retrouve avec 5 maris. Autrement dit, les maris changent pour se voiler la face, pour ne pas dire qu'ils sont en train, eux, islamistes, sont en train de violer quelqu'un, de faire l'adultère. Ils se font passer les épouses. Et il y a trop de pratiques. Il y a les viols, il y a les amputations. Il y a beaucoup de choses qui visent surtout les femmes et les enfants, les segments les plus faibles. Et on n'ose pas mettre l'accent sur les causes profondes. Pourquoi est-ce que le viol est une arme pour faire mal? On me dit, non, on est en train de faire mal et aux imams et aux femmes, etc. Et l'autre cas, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'était notre exemple. Pendant des décennies, on en était fiers. Et quand on voit qu'avec le changement, les gens ont essayé de remettre en cause ce grand acquis qui était que la Tunisie avait réussi à être un pays islamique, mais aussi un pays moderne par rapport à l'émancipation de la femme. Je vous remercie. Merci. Désolée de te couper, je pense qu'on reviendra sur les... Oui, on reviendra. Christine Verschure, s'il vous plaît. Alors, juste quelques mots pour enchaîner sur ça. Je crois que, comme tu le disais, Citane, une des réussites, c'est quand même qu'on peut dire qu'il y a une reconnaissance que ce champ de savoir est pertinent, est essentiel et qu'on ne peut plus passer à côté. On voit qu'on a réussi à faire passer ce message quand on voit que même le rapport de la Banque mondiale de l'année dernière était sur les questions de genre, ou que le rapport de la FAO de l'année antérieure était sur le genre, alors que auparavant jamais le genre n'était central, et que le genre est devenu une priorité dans la plupart des politiques de coopération, etc. On se dit que quelque part, on a réussi. En même temps, je mentionnerai après les limites de cela. L'autre réussite, je dirais, c'est que je crois qu'il y a une beaucoup plus grande reconnaissance de la voix des autres, des capacités d'action d'ailleurs, et que j'ose espérer qu'on est en train de réduire ce regard colonial qu'on porte sur les autres, inclus chez nous, parce que toute cette réflexion sur le genre, on peut la mener dans notre propre société, quelle qu'elle soit, je veux dire. C'est pas le Nord qui va observer au Sud tout ce qui ne va pas, mais c'est à nous de regarder dans nos sociétés. Je vois qu'ici, il semblerait qu'on soit la majorité plutôt d'ici. Voyons ici aussi. Donc je crois que ça, c'est une réussite aussi. C'est ce que le Sud a apporté au Nord, comme possibilité de se regarder différemment grâce à cette reconnaissance des voix d'ailleurs. On voit, et là un exemple concret, c'est la convention par exemple sur le travail domestique qui a été adoptée l'année dernière au BIT, qui est quand même le fruit du travail des organisations de travailleuses domestiques, notamment au Sud, et qui sert les travailleuses domestiques du Sud qui sont au Nord, mais aussi globalement. Donc ça, c'est des choses qui sont des réussites. Au niveau des limites, je dirais, pour revenir sur mes doutes par rapport à ce que la Banque mondiale, par exemple, a fait en consacrant un rapport entier à cette question des genres, c'est que
on n'aborde pas forcément le genre comme on souhaiterait qu'on l'aborde. C'est-à-dire qu'on ne l'aborde pas forcément d'un point de vue féministe en contestant des rapports de pouvoir qu'il faut remettre en question, en contestant un modèle de développement qu'il faudrait remettre en question. Et par exemple, la Banque mondiale, dans son dernier rapport, une des choses sur lesquelles elle met l'accent, c'est le fait de l'accès inégal au foncier, dont Fatou parlait tout à l'heure. Mais elle le met en avant d'une manière qui, à mon avis, est très instrumentaliste et très néolibérale, qui va dans le sens de la préservation de ce même modèle de développement capitaliste, c'est-à-dire c'est l'accès à la terre individuelle et marchandisée qui, on le sait pour celles qui ont travaillé sur cette question-là, peuvent avoir des effets négatifs, beaucoup plus négatifs sur les femmes. Mais c'est en soi une discussion beaucoup plus compliquée. Mais je veux dire, le fait qu'on aborde le genre dans ces organisations ne signifie pas qu'il ne faut pas être très, très... comment dire, le mot m'échappe, vigilante, voilà, merci, parce que je pense qu'on utilise le concept de genre comme un mot plutôt que comme un concept et comme un outil d'analyse. Donc à la fois c'est bien parce qu'on organise plus d'événements, parce qu'on reconnaît ce savoir, parce que c'est devenu une priorité, mais en même temps on continue de l'utiliser d'une manière qui est souvent instrumentale et qui souvent sert au développement du capitalisme néolibéral qui provoque un accroissement des inégalités et de l'exclusion et pas à transformer cela. Alors, parmi un autre point, par exemple, sur une autre limite que je voudrais mentionner et qui est très, très, très apparente dans ce rapport sur la Banque mondiale, qui a fait beaucoup couler d'encre, que je conseille à tout le monde de lire parce qu'il est très intéressant. Malgré tout, il apporte beaucoup de statistiques et beaucoup de réflexions, mais c'est toute la question de la protection sociale. Pour moi, c'est une des choses qui sont centrales dans le développement du capitalisme globalisé, c'est le fait que le Nord organise son système de protection sociale de plus en plus en se reposant sur d'autres personnes, et notamment les femmes migrantes, qui assurent une partie centrale du système de protection sociale. Et ça, c'est quelque chose que ce rapport de la Banque mondiale n'aborde absolument pas. Donc, il parle du travail des femmes, des inégalités salariales. Il accuse le fait qu'il y a encore des inégalités salariales dans tous les pays du monde, au nord et au sud. Mais il ne traite pas, par exemple, de développement du travail informel, du fait que ce sont les femmes qui soutiennent de manière très importante nos systèmes de protection sociale, etc. Donc je crois qu'à la fois, on a des avancées, mais il faut être extrêmement vigilante. Peut-être un signe positif que j'aimerais évoquer pour finir, c'est que, en tout cas, moi, je le vois dans mon institut, et je crois que je le vois ici aussi un petit peu, c'est que je crois que, alors qu'on pensait parfois que le féminisme était mort, comme disait Christine Delphi, le féminisme n'est pas mort, on voit des jeunes qui se rendent compte que c'est un thème pour lequel il faut encore se battre et que rien n'est jamais acquis. Et que, moi, c'est le message principal que je voudrais donner. C'est qu'il faut faire... Il y a des avancées, mais on doit être très, très vigilant. Merci beaucoup. Alors, Fatou Sow, en 5 minutes, oui, d'accord. On a pris un peu de retard. Oui. Je voudrais capitaliser sur tout ce qui vient d'être dit. Donc, je vais essayer de ne pas le répéter, hein, mais je vais peut-être parler des limites, des difficultés et des résistances. Tout d'abord, les résistances dans les sociétés africaines. Être féministe, c'est être occidental. Et ça reste toujours. Et alors, quand on parle du genre, nos États se sont accaparés du genre en disant femmes et développement, ils avaient intégré. Genre, vous voulez genre, d'accord, mais en enlevant toute l'aspérité du concept de genre. Alors, tous les rapports de pouvoir fondés autour du sexe, de la classe, de la race, et alors de la sexualité, on n'en pas encore en parler, restent très flous, malgré toutes les avancées. Donc, nos États ont encore, même si, comme me dit Assitan, et elle a raison, les États ont vraiment eu la pression de leurs associations, féminines et féministes. Elles ont eu la pression des États, les États occidentaux, les États-Unis par exemple,
n'ont signé aucune des conventions, pas même la CEDEF. Mais les États-Unis ont financé énormément de projets en direction des femmes dans les programmes de développement. Mais en même temps que les États-Unis, à partir des années 80, finançaient des programmes de développement pour les femmes, ou bien le volet femmes, c'était surtout le volet femmes dans un grand programme de développement. Ils ont fait des politiques de population, on l'a dit très bien. Les politiques de population, ça permettait aux femmes d'accéder à la contraception, au condom. Mais c'est une politique de population, ça veut dire que vous avez à réduire votre population. Et alors, bien sûr, si on veut réduire la population partout dans le monde, il faut bien contrôler l'utérus des femmes. Alors, les femmes en ont profité en disant, bon, on peut utiliser la contraception, puisque là, les États-Unis peuvent faire pression, parce que c'était une des conditionnalités. Et au moment où elles ont commencé à dire, bon, très bien, la contraception, tout d'un coup, le gouvernement américain change, Reagan et Bush, père et fils, s'y mettent et disent, bon, maintenant, plus d'avortement, plus de contraception, il faut la virginité contre le sida. Donc, vous savez, ça fait des impacts sur... Enfin, les femmes pensent qu'un droit est acquis, et en fait, il ne l'est pas. Et alors, la France, il faut que je dise quand même un mot. On ne voulait pas. Moi, je viens d'une colonie française, j'ai été française jusqu'à 20 ans. Donc, la France, elle arrive très en retard. Et en fait, elle est très en retard parce que la France gère nos pays. Elle a la puissance coloniale, puis néocoloniale, puis postcoloniale. Donc, elle gère l'économie, elle gère l'éducation, qui est en français, elle gère l'agriculture. Mais elle ne gère pas les femmes. Pour les femmes, c'est la PMI qui continue. La protection maternelle et infantile. Donc, elle arrive très en retard. La première réunion, femmes et développement du gouvernement français, avec des ministères des femmes qui ont commencé en 1977, vous savez, c'est quand? En 1992. Et je le dis parce que j'étais invitée. 1992. Alors que moi, depuis 1980, entre 80 et 85, j'ai été invitée dans des conférences, dans les universités américaines, payées par le gouvernement américain, c'était payé par l'USAID. Donc ce travail-là, les Français arrivent très en retard. Alors quant à la francophonie, je donne juste un peu d'histoire. Vous êtes tellement en retard. En 1999, quand on a demandé à la francophonie de financer la recherche féministe francophone, qui était un colloque qui avait commencé au Canada, et moi j'avais demandé à le faire à Dakar. Il faut savoir quand même les pays africains constituent l'essentiel des gens qui parlent le français. Alors je pensais que ça suffisait pour que la France me finance. Bon, l'ambassade de France ne m'a jamais répondu, le ministère de la coopération non plus, mais c'est pas grave. Mais quand j'ai écrit à la francophonie, j'ai fait déposer une lettre sur la table de Boutros-Ghali. Parce que moi, dans un petit pays comme ça, le ministère des Affaires étrangères, c'était un copain de fac, je lui ai donné une lettre. Il a déposé à Boutros-Ghali qui m'écrit en me disant, Madame, j'ai bien reçu, je vais demander à mon staff. Et son staff, c'est Madame Salambéré, du Burkina Faso, qui en 1999 me répond, j'ai sa lettre, Madame, la question des femmes n'intéresse pas la francophonie. Bon, je caricature, mais c'est ce qu'elle me disait. Je n'ai pas reçu un sou. Je n'ai été financée que parce que le CRDI, la coopération, les Québécois quand même, ils sont francophones, ils se battent pour la francophonie. Donc le CRDI, qui est la coopération canadienne en matière de recherche, m'ont donné assez d'argent pour pouvoir faire... Donc, vous voyez, une vraie difficulté. Les résistances, elles sont locales, elles sont internationales, à condition que le genre ne bouleverse pas trop de choses, comme le dit Christine Delphi. Mais quand même une seconde sur les réussites. On a deux réussites que je trouve majeures. D'abord, le droit à la parole. Je peux m'asseoir ici et parler des femmes, sans problème. J'ai toujours pu le faire, parce que j'en m'écoute un peu. Mais je peux rentrer chez moi et tenir un discours sur les femmes, le tenir violent, le tenir caressant, le tenir pour qu'on m'écoute. Et aujourd'hui, je peux être entendue. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et je donne deux exemples. Les groupements féminins, vous savez que dans les années 80, avec les politiques d'ajustement structurel, on s'est bien rendu compte que le milieu rural, c'était des politiques de réduction de la pauvreté. Et on s'est bien rendu compte que les paysannes, comme quelqu'un se rend compte qu'elles cultivent la terre, elles aussi. Elles font des enfants, elles nourrissent les hommes, mais elles cultivent la terre également. Donc, alors, tout d'un coup, on fait des programmes, mais les bailleurs de fonds, ils ne veulent pas parler aux femmes, parce que eux, ils parlent aux paysans, et le paysan, c'est forcément un homme. Parler à une femme paysanne, c'est impossible. Donc, il dit aux paysans, aux États, je termine là, je dis aux États, organisez-vous, mettez-moi des groupements de femmes. Donc, on a réuni les femmes, mais les femmes, elles ont pris au mot. Vous voulez qu'on se réunisse? Elles sont réunies. Et quand même, la première paysanne dans le monde à avoir été aux Nations Unies, à la Commission des droits humains, quand nos femmes de chefs d'État, nos présidentes, mais ça allait de la reine Fabiola de Belgique à c'était qui? Madame Chirac.
Hein, quand elles sont allées à ce palais des Nations Unies, on a demandé, la présidente du Sénégal avait pris une femme sénégalaise qui était la présidente de la Fédération des groupements féminins au Sénégal. Cette femme-là, elle a fait parler des Nations Unies en Wolof, qui est notre langue nationale, traduit en français, en anglais. Alors, en russe, en chinois, je ne sais pas, et en arabe, parce que c'est les langues, hein, c'est les langues de la... Et cette femme-là, en 15 minutes, a dit en Wolof les problèmes que rencontraient non seulement les femmes paysannes, mais que rencontraient les paysans, même pas africains, mais dans le monde. Donc ça, je trouve que c'est très extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est quand même tous les textes que nous avons réussi. Vous savez, quand même, on a beaucoup parlé de parité, etc. Mais nous, la parité, on est passé le 30 juin 2012, nous étions 22% de femmes au Parlement. Alors, en 1963, on était 0,0%. Et quand arrive, je termine vraiment, mais je tiens à le dire. Et quand on avait demandé un quota de 25%, on a mis 50 ans à avoir les 25%. Et du jour au lendemain, on a 43%. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut demander aux femmes, mais qu'est-ce que vous faites de ces 43%? Moi, je veux qu'on remplisse. Oui, je veux qu'on remplisse les gradins. Je veux qu'être une femme, ça pose plus de problèmes dans le Parlement. Mais en même temps, ça pose des problèmes parce qu'au Rwanda, c'est le pays au monde où il y a le plus de femmes. Elles sont prises de 60%. Mais elles ont l'un des présidents les plus autoritaires qui existent en Afrique, qui prend des décisions au niveau local, au niveau régional, au niveau international, sans jamais demander l'avis des femmes qui sont au Parlement. Alors, moi, je dis, ce que je veux, moi, c'est dissocier. Donc, ma réussite, c'est de faire qu'on y arrive, mais vraiment, il faut dissocier. Il faut que ce pouvoir qui nous arrive, et il est là, hein, on est en train de le prendre, mais il faut vraiment s'en servir. Il faut pouvoir transformer nos sociétés, et on n'est pas sorti de l'auberge avec toutes les questions religieuses aujourd'hui, qui sont aussi bien dans l'Église catholique que l'islam. Hein, l'Église et la mosquée se tiennent bien la main contre les femmes. Je suis absolument Voilà, désolée. merci.